Donc, dans cette première table ronde, nous allons essayer de comprendre ce qui a présidé à la création de ces deux musées, le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences de la Villette. Donc, les circonstances politiques, culturelles et scientifiques très différentes, évidemment. On en a déjà bien parlé. Jacqueline Edelman nous a déjà fait un rappel, mais nous allons peut-être rentrer plus en détail sur les questions donc, du Palais de la Découverte. Donc, 86, François Mitterrand, président de la République, c'est lui qui inaugure la Cité des Sciences. 1937, c'est le Front populaire, même si, on le verra, leur création à ces deux musées remonte à plus loin. Et nous verrons aussi le rôle moteur, je pense que c'est important de le dire, et c'est encore le cas aujourd'hui, des individus, des personnalités qui ont créé ces musées, qui ont joué un rôle très fort. Donc ces lieux qui n'auraient sans doute pas vu le jour sans la passion et l'opiniâtreté d'hommes et de femmes de conviction, animés du désir justement de faire connaître la science à un large public. Alors pour en parler, nous avons la chance de recevoir Jean Davalon. Vous êtes muséologue, vous avez longtemps travaillé aux universités d'Avignon et de Montréal, notamment sur les questions des musées, des sciences. Et vous avez vous-même participé au début de l'aventure de la Cité des Sciences de la Villette, justement à la réflexion sur comment concevoir des expositions, comment toucher le public, comment vulgariser des concepts scientifiques. Dominique Ferriot, vous avez été longtemps directrice du musée des Arts et Métiers, un autre musée magnifique, il faut le rappeler. Mais surtout pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, vous avez appartenu avec Maurice Lévy à la toute première équipe qui a conçu, imaginé, lancé la Cité des Sciences de la Villette. Et vous faites partie de ces personnes à l'origine plutôt littéraires qui se sont investies dans la science. Il en faut aussi pour la vulgarisation des sciences. D'abord, vous étiez à l'écomusée du Creusot-Monceau-les-Mines et puis donc ensuite à la Villette. Et vous me direz quelles étaient les idées donc, qui ont présidé à la création de la Cité des Sciences, mais aussi vous nous parlerez des réseaux, très importants, les réseaux des musées des sciences. Vincenzo Lipardi, vous êtes italien, vous êtes directeur de la Città della Scienza de Naples, un musée créé donc en 1987. Vous êtes également membre du comité de direction de l'EXSITE, le réseau européen des musées de sciences. Vous nous parlerez donc de ce réseau, mais aussi des grandes étapes de la muséologie des sciences, la place de ces deux grands musées français, et puis aussi vous parlerez de la Città della Scienza de Naples. André Bergeron, vous êtes maître de conférences en épistémologie, histoire des sciences et des techniques, et vous êtes aussi maître de conférences des universités à Universcience et chercheur au Centre Alexandre Coiré. Donc ce lieu, vous le connaissez très très bien, vous êtes un peu chez vous ici, vous connaissez très bien son histoire. Alors pouvez-vous justement, je vous propose de commencer, nous rappeler les circonstances politiques, scientifiques, humaines dans lesquelles est né ce palais? On en a déjà un petit peu évoqué avec Jacqueline Edelman. Quelle était l'ambition de cet anti-musée, comme vous nous l'avez dit, Jacqueline Edelman? Je pense que ça a l'air ouvert. Je pense que Jacqueline a quand même bien rappelé un des aspects importants du Palais de la Découverte. Ses travaux ont été d'ailleurs pionniers en la matière. C'est ce lien intime qui existe entre la création du Palais de la Découverte et la création du CNRS, ou plus largement la structuration de la recherche en France, puisqu'il s'agit des mêmes acteurs, des scientifiques de premier plan qui s'y investissent, d'une même conception de la recherche qu'on souhaite développer via le CNRS et qu'on expose ici. Donc d'une activité gratuite, mue par la seule curiosité des intéressés, et dont découle, sans qu'il soit possible de les planifier, tous les progrès matériels et sociaux. Je vous renvoie à la conférence que Jean Perrin a donnée pour l'ouverture du Palais de la Découverte, qui est un texte magnifique, plein de lyrisme, et on retrouve tout un tas de choses. On sait aussi, parce que ça a été démontré notamment par Pascal Horry, que le Palais de la Découverte était en totale conformité avec ce qu'il a appelé la politique culturelle du Front populaire. Et une des conséquences a été notamment un soutien financier. Mais bon, en histoire des sciences comme ailleurs, on se nourrit aussi aux travaux qui n'en finissent pas d'alimenter notre réflexion. Et un certain nombre de travaux ont été développés depuis qu'ont été menés ces premiers travaux pionniers, notamment sur les expositions universelles, sur la question du transnational dans les sciences et dans les musées, mais aussi sur le rôle de la Société des Nations
qui avait été largement discréditée puisqu'elle n'a pas pu éviter la guerre, mais sur laquelle on se penche à l'heure actuelle et on se penche aussi sur le travail des grandes institutions dont elle a été à l'origine. Et sur cette base, c'est sur cette base-là que nous sommes retournés un peu aux archives du Palais de la Découverte et aux archives du ministère de l'Industrie, et pour essayer de comprendre un peu comment il s'articulait dans ce cadre un peu plus large, transnational d'une part, et de l'économie globale de l'exposition universelle d'autre part. Et ce qui nous est apparu, c'est que le Palais de la Découverte nous semble davantage devoir être compris maintenant comme la traduction scientifique et française de préoccupations qui étaient plus largement partagées, tant sur le plan international que sur un plan intercatégoriel. C'est-à-dire, comme l'a très bien montré Jacqueline, des préoccupations centrées autour du travail, autour de la professionnalisation, du travail intellectuel, certes scientifique, mais pas seulement, mais aussi sur la promotion de la coopération intellectuelle, dans laquelle la science jouait un grand rôle, mais pas seulement, qui était considérée par la Société des Nations et par les acteurs comme un facteur essentiel de progrès et de plus en plus, à mesure qu'on arrive vers le déclenchement de la guerre, de paix. Et c'est un aspect qui a peut-être été sous-estimé à un moment, mais dans lequel les acteurs de l'époque s'investissaient beaucoup. Marie Curie, par exemple, est allée à une réunion de l'Institut de coopération intellectuelle 2 mois avant sa mort. Ça veut quand même dire qu'elle le prenait au sérieux. Donc voilà. Donc il est tout à fait juste d'interpréter le Palais de la Découverte comme un maillon essentiel des efforts en faveur de la structuration de la recherche, mais comme l'a dit Jacqueline aussi, ces questions-là se posaient de manière plus large dans d'autres pays. Et le Fonds national de la recherche scientifique belge, par exemple, qui a été créé plus tôt que les CNRS français en 1923, a été un des modèles qui a servi à Perrin pour penser, Perrin et ses amis et ses collègues, pour penser le CNRS de la même manière que la structuration de la fondation Rockefeller, il y a eu aussi des travaux sur les grandes fondations internationales qui se sont développées, a été un des modèles et l'a beaucoup appuyé. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que les questions de structuration professionnelle, comme l'a dit aussi Jacqueline, n'étaient pas problématiques que pour les scientifiques. C'était une vraie question à ce moment-là. Dès les années 20, lorsque s'est créée la Confédération des travailleurs intellectuels, c'était une véritable question, d'autant plus qu'au fur et à mesure où on avance vers la fin des années 20, où s'annoncent les années 30, on se retrouve face à une situation extrêmement complexe de crise économique, où tous les travailleurs intellectuels, et ce terme est à prendre dans un sens très large, c'est-à-dire tous ceux dont la fonction sociale, je cite de mémoire la définition de la CTI, tous ceux dont la fonction sociale, c'est-à-dire le métier, fait un large appel à l'intelligence, et tous ces gens-là étaient en problème. Et j'ai retrouvé dans les archives une lettre d'Édouard Herriot qui voulait soutenir la demande d'achat d'une œuvre d'une de ses amies artistes, et qui dit très joliment, elle a participé à la grande peine des artistes. Donc cette question de professionnalisation, de structure, touche l'ensemble de ce domaine du travail intellectuel. Voilà. Peut-être ce serait intéressant que vous nous parliez un peu aussi de la manière dont justement le Palais de la Découverte a essayé de toucher le public, comment faire venir le public et comment l'intéresser à la science d'une manière un peu concrète. Jacqueline a bien montré, le public est venu au Palais de la Découverte parce que c'était un des clous de l'exposition. Perrin, qui en était le maître d'œuvre, qui surtout incarnait ce projet, parce qu'en fait, ce n'est pas le seul promoteur de ce projet. Il y a d'autres personnages importants dont on peut peut-être réévaluer le rôle. L'un d'entre eux étant Émile Borel qui était vice-président du bureau de la classe 1, mais qui était un personnage très important à l'époque, qui avait été député radical et qui était le responsable du groupe de soutien au travail intellectuel à l'Assemblée nationale, a fait beaucoup pour défendre le projet du côté de l'Assemblée. Donc lui, il était radical, alors que Perrin était plus proche de Blum, et ça sera important par la suite. L'autre, c'était André Léveillé, qui deviendra le premier directeur du Palais de la Découverte, et qui, lui, est finalement responsable de ce qu'existe une partie autour des sciences dans cette exposition, en appliquant très simplement, très naturellement, le credo
qui rassemblait ces gens autour du travail intellectuel, parce qu'il était vice-président de la commission des travailleurs intellectuels. Et Jacqueline aussi l'a bien dit, on fera, je pense qu'une des raisons de l'acclamation du public, parce que c'est essentiellement un public acclamatif, tient au fait qu'on présente la science vivante et qu'on la présente sous la forme de manipulation, d'intervention scientifique, etc. Et c'est là où l'histoire globale des expositions internationales nous permet aussi d'avancer, parce que cette question-là, de présenter la création de manière générale, de façon vivante, traverse l'exposition, ou en tout cas l'exposition 37, ou en tout cas la partie de l'exposition 37 qui était dédiée à tout ce qui était la pensée, sous ces trois formes, expression, formation, et j'oublie la troisième, excusez-moi. Mais en tout cas, le Palais de la Découverte n'était pas le seul endroit où on voulait montrer de manière vivante la création. Il y avait par exemple un projet, il y a eu un musée de la littérature, plus exactement, puisqu'il a été fait dans le cadre de l'exposition, qu'on aurait souhaité pérenniser aussi, mais qui n'a pas pu l'être. Ça n'a pas pu être un des musées hérités de l'Expo, et qui était mené par Julien Quin. Julien Quin était une personne très importante à l'époque. Il était directeur de la Bibliothèque nationale. Il y aura une interruption au moment de la guerre, parce que comme il était juif, il a été licencié, mais il reprendra ses fonctions après la guerre. Et lui, il voulait montrer aussi, par exemple, l'acte de création des écrivains de manière vivante. Et c'est par exemple la première exposition où il y a des manuscrits d'écrivains qui sont montrés. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui traverse l'ensemble de l'expo et qui explique peut-être pourquoi le choix des œuvres d'art s'est fait de cette façon, comme le racontait Jacqueline. Vincenzo Lipardi, j'aimerais que vous nous situiez justement le Palais de la Découverte parmi les grandes étapes de la muséologie des sciences, qui n'a pas commencé évidemment avec le Palais de la Découverte et qui n'est qu'une étape. Mais quelle étape? Mais rappelez-nous s'il vous plaît cette place. Je voudrais commencer à remercier Bruno Marcard pour l'invitation. Vous pouvez parler anglais hein, si vous le souhaitez. Oui, mais je parlerai anglais parce que mon français c'est très mal. Mais no, the question is very clear. If we speak about museological culture and the relationship between science and society, Le Palais have had a very central role in the past. My colleagues, Jacqueline and now Audrey, speak in the microphone. Yeah, explain very clearly, no, the idea behind the work made by Perrin. And if today in the world we have more or less 2,000 science centers organized in regional networks, this is thanks Frank Oppenheimer, the American physicist who came in Le Palais in Europe, who learned how to manage science communication. I will remember that the lesson Jacqueline and André told us just now about the approach of science made by Perrin in the 30s was the base in which today is based this huge movement of the Science Center. Frank Oppenheimer, the creator of the Exploratorium in San Francisco. Closer. Yes, okay, but it's okay. Opened this museum, not anymore as a temple of the god science, but a place in which people can interact with science, learn about culture, feel science as a day-by-day experience. I will remember what Oppenheimer wrote about. He wrote, "The primary duty of education is transmitting culture, and this process museum can take on and every more give them an important role. It's wrong to think that the salvaguard of culture is anything different from its transmission through science education." If we speak about the experience or interactive science, I will remember that in the 17th century, Leibniz anticipated this kind of approach.
of course, for Leibniz was a dream. I remember a paragraph of some of his books in which he wrote, speaking about how we can build a museum. In that time, a museum was something non-conceptual. But Leibniz wrote, the show will have magic lantern, flight, pretender meteors, and every kind of optical wonder, a representation of the sky, of comet and stars, fireworks, fountain, unusual and rare animal, a circus, a theatre of nature and art, an anatomy theatre beside which would be a garden with medical herbs and a laboratory. So Leibniz, yeah, le philosophe, Leibniz. Yeah, Leibniz, the philosopher, yeah. Leibniz in more or less anticipate the idea of a modern museum. In some times, if we think about Michel Faraday, who promoted the first step of science communication, we understood that the job made by Perrin was not something he invented, but was the fruit of a memory, of an experience. He was able to bring all this kind of idea in a real instrument. I think, but my colleague tell before, anticipate that the message of Perrin and all other colleagues who work with him was that science, precisely because it's a motor of progress, must belong of everyone, regardless of profession, cultural background, people's university, say Jacqueline. And if at the beginning of the last century, the Deutsche Museum opened with this idea to show how strong was the German science, technology. Oui, le Deutsche Museum qui a été créé avant le Palais des Congrès. Yes, at the beginning of the century, the 19th. À Munich. I think the message made by Perrin, by the French people, was different. To use pure science to show how it's possible to create education. So this is more or less the lesson I think we learn by when we start in our experience. The last point I will emphasize, last point, was that generally in Europe there is, in particular in Italy, we have an idea that the humanistic culture is superior to the scientific culture. I think we have to thank one of our mentors, Ilya Prigozhin, the Nobel Prize. But if you, every time I have difficult to speak. Yes. Prigozhin strongly emphasized with his very wonderful book, The New Alliance, the fact that today science, the traditional science and the traditional humanistic culture have to be merged in one new form of a cultural approach in which science and culture are the two legs of a new human bodies. So this is a lesson, and in our experience, the experience made by Perrin, the idea developed by Oppenheimer, and the lesson made by Prigozhin has been part of the new model of Science Center, but we will discuss later on. Merci beaucoup, Vincenzo Leopardi. Donc aujourd'hui, la Cité des Sciences de la Villette, d'abord, le Palais de la Découverte fait partie du paysage et également la Cité des Sciences de la Villette. Je rappelle donc que c'était le 13 mars 86, l'inauguration à Paris par le président François Mitterrand. Ce qu'on oublie un petit peu, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que le déchaînement de passion que cette Cité des Sciences, puisque maintenant nous allons parler davantage de la Cité des Sciences, le déchaînement de passion qu'elle a suscité à l'époque. Je rappelle quelques titres comme ça de journaux au moment de l'inauguration, en mars 86. Le Figaro dénonce un gouffre financier, la Villette ou la folie des grandeurs, un temple de la démesure. Pour François, c'est le Disneyland de la science.
pour Lacroix, la Villette est l'expression muséologique de ce que le Concorde est à l'aviation, et l'Humanité, le quotidien communiste, affirme que le choix de la date du 13 mars, soi-disant à cause de la comète Halley, s'explique plutôt par l'imminence des élections législatives qui ont lieu 3 jours après et qui vont donner la majorité à la droite. Alors, tout ça, c'est un début très houleux et politique, Dominique Ferriot, pour la Cité des Sciences. Oui. Merci aussi de m'avoir invité à participer à cette table ronde. Je voudrais revenir une seconde sur le Palais de la Découverte, oui, qui a toujours été, vous le demander. Non, qui a toujours été extrêmement supporté par les scientifiques, par les chercheurs. Bon, pour tous ceux que j'ai connus, Pierre-Gilles de Gênes, Pierre Pigagnol, qui ne sont plus avec nous, Étienne Guyon, qui nous fait l'amitié d'être ici aujourd'hui, qui a été un grand directeur du Palais, mais aussi, je pense particulièrement à Hubert Curien, qui a été... en fait, c'est lui qui a confié à la littéraire que j'étais le soin dans les années 70 d'une politique de popularisation de la science, donc je lui dois vraiment ma vie professionnelle dans ce domaine-là. Et il a raconté dans un entretien avec une de vos consoeurs, Michel Chouchan, qui l'interviewait pour une émission France Culture ou France Inter, je ne sais plus, qui s'appelait Le Bon Plaisir. Il racontait pourquoi il était devenu scientifique. Alors d'abord, les leçons sur le grillon dans la classe de sa mère, institutrice à Cornimont, dans les Vosges. Et puis surtout, cette première visite qu'il avait faite en 1937 avec son père et son frère au Palais de la Découverte. À l'époque, il avait 13 ans. Son papa était daltonien ou avait en tout cas un problème de vision. Et Hubert Curien dit simplement « J'ai compris pourquoi mon père avait un problème de vision des couleurs. Il dit précisément « La science existait, on pouvait la toucher du doigt et l'expliquer. » Donc effectivement, le Palais a toujours été accompagné, et y compris à l'époque de la naissance de la Villette, par cette communauté de chercheurs et de scientifiques qui l'ont toujours encouragé et qui continuent à le soutenir fortement et à s'inquiéter d'ailleurs encore, je dois dire, pour son avenir. On en reparlera peut-être. Alors pour la Cité des Sciences, je voudrais dire que la gestation a été difficile. Et que là, si je devais citer une date, j'ai retrouvé finalement cette date en relisant un ouvrage d'un monsieur qui s'appelle Alain Orlandini et qui nous raconte l'histoire des projets de la Villette, pas uniquement le musée, mais aussi le site, enfin les différents aspects. C'est 15 mars 1974. Pourquoi cette date? C'est la date à laquelle le dernier bœuf est abattu à la Villette. Voilà, le dernier bœuf est abattu à la Villette le 15 mars 1974. C'est la fin d'un marché aux bestiaux et des abattoirs qui font vivre cet espace du nord-est de Paris depuis 1867. Donc l'origine du projet de la Villette, ça n'est pas du tout la science en train de se faire, le musée des sciences, etc. C'est vraiment que faire avec cette zone de Paris, 55 hectares tout de même, avec ces bâtiments, dont la grande salle des ventes construite par Jean Sémichon à la fin des années 50. Que faire avec ces bâtiments? Et le président de la République de l'époque confie une mission à un architecte qui s'appelle Roger Taillibert, en 1977, cette mission. Or, M. Taillibert était architecte conservateur du Grand Palais, d'une part, et se trouve promu tout d'un coup architecte en chef aussi de l'aménagement de la Villette. Je ne cache pas que j'ai relu, dans ce livre dont je vais citer tout à l'heure, j'ai relu l'entretien. Il était assez prétentieux, M. Taillibert, il faut bien le dire. Hein. Moi qui l'ai vu à l'époque du jury, évidemment, il n'a pas été admis à concourir au jury au concours après pour différentes raisons, mais il disait, de toute façon, on intégrera le Palais de la Découverte à la Villette, le Grand Palais doit être rendu à l'art, le Palais de la Découverte n'a rien à y faire. Et d'ailleurs, le Musée national des techniques, c'était le nom à l'époque de mon institution aussi. D'ailleurs, il faut bien occuper les espaces, etc. Alors, je ne chercherai pas à savoir qui est le père de la Cité des sciences et de l'industrie. Je sais sans qui elle ne se serait pas faite. Et c'est vraiment Paul Delouvrier. C'est vraiment Paul Delouvrier, c'est lui qui m'a accueilli fin 79, quand Maurice Lévy, qui m'avait effectivement repéré au Creusot, mais avec qui j'ai très peu travaillé, puisqu'en fait, vous savez qu'après son rapport, il a été remercié dans les deux sens du terme et rappelé plusieurs années plus tard. Donc, Paul Delouvrier, le délégué général de la France en Algérie, pour une pied-noire, c'est toujours ce qui marque le plus. La semaine des barricades, etc. Mais enfin, je ne vais pas faire de biographie trop longue. Mais en tout cas, surtout l'aménageur, le bâtisseur infatigable de la région Île-de-France. Et vraiment, sans M. Delouvrier, je crois qu'on n'aurait pas la Villette. Il avait mis d'ailleurs en réserve, j'y reviendrai à la fin de mon intervention, si j'ai encore le temps, cette 4e travée, pour lequel il n'avait pas l'enveloppe budgétaire suffisante, mais pour lequel il avait déjà certaines idées. Enfin, voilà. Alors, en octobre 1979, le physicien Maurice Lévy, j'ai retrouvé la version luxe du rapport de Maurice Lévy.
Donc en octobre 1979, le physicien Maurice Lévy remet au gouvernement un rapport pour la création, je cite, d'un musée national des sciences et de l'industrie de la Villette. Alors, qui a travaillé à ce rapport? En fait, pas moi du tout, mais plutôt Brigitte Coutan, qui est avec nous aujourd'hui, qui était la première personne dans l'équipe de Maurice Lévy et qui a ensuite travaillé dans cet établissement à différents modes de responsabilité. Et puis différentes personnes, dont celui que je remplace ce matin, vous l'avez peut-être vu sur le programme. Non, il n'a peut-être pas travaillé au rapport, mais en tout cas très vite, Réal Janssen, qui a été, après Goëri de la Côte, responsable du département conception des expositions et responsable du thème lumière. Donc une équipe de physiciens, en quelque sorte, un peu souvent. Voilà, donc c'est un rapport que j'ai relu, mais je sais que mon voisin a eu les mêmes sources, donc je ne vais pas être trop longue sur certains aspects de ce rapport. Alors Paul Delouvrier, donc président de l'établissement public du Parc de la Villette, créé en juillet 1979, organise un concours pour la réhabilitation de la salle des ventes. Alors je rappelle, là aussi j'ai retrouvé les documents des services communication de l'époque, une dame Annick Bourré, c'était son nom. Donc un bâtiment de 270 mètres de long, 120 mètres de large, 40 mètres de hauteur, puisque vous vous en souvenez, on a détruit à la boule notamment l'abattoir et puis d'autres bâtiments, on a conservé la grande halle, mais finalement la salle des ventes, qui d'ailleurs n'avait jamais été terminée et n'a jamais servi, devait donc être réhabilitée. Et le lauréat annoncé en septembre 80, et c'est vraiment M. Delouvrier qui l'a choisi. Hein. Je rappelle, pour ceux qui connaissent les débuts, qu'il y avait six architectes retenus par le jury et que M. Delouvrier en a rajouté un 7e pour présentation au président de la République et que c'était Adrien Finsilbert. Bon, mais donc, parce que comme disait Delouvrier, il faut choisir un homme aussi, pas seulement un projet. Pour revenir sur ce que vous disiez. Donc Finsilbert est chargé de redonner vie à ce bâtiment et l'équipe de la mission du musée doit créer une exposition, alors quasi permanente. On ne parle pas d'exposition permanente évolutive selon les termes de Georges-Henri Rivière pour le musée des arts et traditions populaires dans les années 30, mais c'est un peu pareil quand même, exposition quasi permanente de 30 000 m² finalement, un programme pour des expositions temporaires, 10 000 m², mais aussi, comme Beaubourg finalement, une médiathèque multimédia, un inventorium, c'était le premier nom de la Cité des enfants, un inventorium pour les jeunes enfants, des salles d'actualité, et la Géode, cette salle hémisphérique qui donc devait former un pôle d'attraction pour le grand public et qui finalement est maintenue à l'extérieur du bâtiment, comme dans la proposition de l'architecte, alors que, vous vous en souvenez, Valéry Giscard d'Estaing avait trouvé qu'elle était contraire au goût français dans son implantation extérieure, que ça faisait trop Taj Mahal et qu'il fallait la réintroduire dans le bâtiment. Donc en 81, un nouveau président de la République, François Mitterrand, et Paul Delouvrier, toujours lui, revient au combat et la Géode à l'emplacement que vous connaissez aujourd'hui, et c'est bien comme ça. Mais ceci dit, nous devons quand même beaucoup au précédent président. M. Mitterrand l'a toujours dit d'ailleurs lorsqu'il a inauguré, c'est un projet dont il a hérité, contrairement à d'autres qu'il a lui-même initiés. Alors le premier directeur de la mission du musée n'a donc pas été Maurice Lévy, mais un autre physicien, André Lebeau. Je voudrais souligner vraiment la mémoire d'André Lebeau. Je trouve, Monsieur le Président, qu'on l'a complètement oublié. Il est décédé malheureusement l'année dernière, ou il y a 1 an et demi. Or, André Lebeau a été choisi à l'époque, donc début 80, après cet intérim fait par Goëri de la Côte, lorsque Maurice Lévy a été remercié, donc, puis avant d'être rappelé. Il était à l'époque directeur des programmes à l'Agence spatiale européenne et il a été nommé en même temps, à la demande de Mme Saunier Seïté d'ailleurs, directeur de la mission du musée et j'y reviens, ça c'est mon établissement, professeur de technique spatiale au Conservatoire national des arts et métiers. Donc c'est lui qui a la responsabilité d'organiser en 82, donc je ressors encore ses archives, donc en 1982, exactement les 9 et 10 février 82, des journées d'études pour présenter l'état d'avancement du projet de musée, et ces journées ont lieu bien sûr au CNAM. Ces journées ont lieu au CNAM, les actes, les voici, publiés peu après, donnent une idée assez précise de ce qui s'appelle toujours le nouveau musée national des sciences, des techniques et des industries. Alors un mot, puisque, si vous me permettez, puisque donc, vous avez dit que je venais principalement après la littérature, d'un monde industriel, donc un musée des sciences et de l'industrie. C'est noble la littérature. Ah oui, complètement. Et puis je dois dire que je me délecte plus finalement en relisant la poésie d'entre-deux-guerres que pas mal de rapports, mais enfin bon, ça j'ai tort. Alors, un musée des sciences et de l'industrie. Alors, dans les années 80, ça c'est très clair, je voudrais le redire car il y a beaucoup de personnes ici que je vois de loin qui ont travaillé dans ces musées en région. Dans les années 80, en France, le renouveau des musées de sciences est vraiment en région.
Il est vraiment en région, à la fois donc, dans les initiatives menées par les scientifiques, Physique dans la rue, etc., toutes celles dont Étienne Guyon a rendu compte dans la revue du Palais de la Découverte, pas le numéro qui vient, mais le numéro 401, donc je ne vais pas y revenir, mais aussi donc les musées et centres de sciences. La beauté des usines n'est pas encore là, mais en tout cas c'est l'époque où l'industrie est en crise. Et donc le délégué à l'aménagement du territoire demande à une jeune association, que j'ai eu la responsabilité de créer d'ailleurs, le CILAC, Comité d'information et de liaison pour ce qu'on appelait à l'époque l'archéologie industrielle, donc à cette jeune association et à son président, Yves Maléco, qui était aussi président du groupe des banques populaires et aussi président du Touring Club de France et aussi président de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites. Donc voilà encore quelqu'un dont on pourrait saluer la mémoire. Bref, de rédiger un rapport intitulé « Culture technique et aménagement du territoire ». C'est un rapport qui est publié en 81 à la documentation française et qui propose, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, la création d'un réseau de centres de culture scientifique, technique et industrielle. Alors, excusez-moi, c'est un peu long peut-être, mais je voudrais reprendre la définition dans ce rapport donné pour les CCSTI, plus lent, oui, des institutions assurant des fonctions de recherche, d'études, de conservation et de présentation d'éléments de culture technique, jusque dans ses aspects les plus actuels, en vue de leur mise en valeur pour contribuer à la transmission des connaissances scientifiques et techniques et favoriser l'innovation dans le cadre d'actions pédagogiques complètes. Et effectivement, pour fédérer ce réseau, le rapport préconise la création d'une association. Maurice Lévy proposait déjà la création d'une association dans son rapport de 79, mais là c'est plus concret et puis surtout c'est suivi des faits, puisque ceux qui étaient là à cette époque-là s'en souviendront, c'est encore au CNAM qu'est créé l'AMSTI en 82 sous la présidence d'Hubert Curien, qui à l'époque était président du Centre national d'études spatiales. Alors M. Curien disait toujours « j'adore présider ». Heureusement, parce que tout le monde était contre. Tout le monde était pour finalement, c'était une époque assez controversée. Et finalement, donc, l'AMSTI a été créée dans cette atmosphère un peu houleuse par Hubert Curien. Et aujourd'hui, comme vous le savez, c'est une association. D'ailleurs, son président est avec nous, Philippe Guillet, aujourd'hui directeur du Muséum d'Orléans, mais longtemps, comme vous l'avez souligné, directeur de l'OCIM, Office de coopération. Attendez, je termine juste ma phrase. Créée en 85. Et l'AMSTI décerne aujourd'hui un prix Diderot-Curien, voilà, qui reconnaît... donc ça, c'était le I de industrie. Vous ne me laissez pas parler du U de université, alors. Vous voulez que j'en parle après? Si, mais j'aimerais qu'on puisse entendre aussi, oui, Monsieur non, mais Davalon. après j'arrête, parce que comme ça, c'est... Donc le I de industrie, présent dès le début, pour la Villette, je dois le dire, plus sous forme d'une vitrine de l'industrie nationale, ou pour perfectionner l'industrie nationale, comme aurait dit l'abbé Grégoire, le fondateur du musée des arts et métiers, du conservatoire plutôt, que comme un lieu de patrimoine. Mais malgré tout, le I de industrie... Alors, excusez-moi, juste une anecdote encore, Brigitte Coutan s'en souviendra. Maurice Lévy, évidemment, il n'y a pas de bureau à la Villette au départ, c'était rue François 1er, après c'était dans des préfabriqués, bon, bref. Et donc, Maurice Lévy, lui, il était installé où? Au CNAM, dans le bureau que j'ai occupé pendant 12 ans. Et à l'époque, il était dans ce grand bureau avec 2 personnes, Brigitte Coutan et Claire de Narbonne. Et c'est un bureau qui donnait dans les collections. Donc si Maurice Lévy avait souhaité récupérer toutes les collections du Musée des Arts et Métiers à l'époque, c'était complètement possible, c'était même souhaité par l'institution. Comme l'a dit Jacqueline Edelman, probablement qu'à cette époque-là, les arts et métiers avaient l'air d'un conservatoire de l'obsolète, ou comment tu as dit, enfin l'obsolète... enfin quelque chose sur l'obsolète, et donc il ne l'a pas souhaité, il s'est plutôt orienté vers les Science Centers américains, etc. Mais en tout cas, le I était déjà là. Alors le U de université, vous avez parlé des musées de sciences, chers collègues. Je vous rappelle que l'origine des musées de sciences, c'est vraiment le musée universitaire. Oxford Ashmolean Museum, 1683, à Oxford, à l'université, c'est vraiment le musée universitaire. Or, ces musées universitaires ont été négligés, oubliés, abandonnés par leurs institutions, y compris les arts et métiers, pendant des décennies. Et c'est dans ce contexte aussi qu'on voit la Villette arriver dans cette salle des ventes, avec un budget phénoménal, avec des créations de postes par centaines, alors que les chercheurs en manquent, alors que les autres musées n'en ont pas, alors que l'ICOM essaie de trouver sa place. Donc c'est normal qu'il y ait eu ces réactions que vous disiez tout à l'heure. Alors, je n'ai pas le temps... En quoi ce musée était-il original, nouveau? Qu'est-ce qu'il a apporté voilà, justement dans la réflexion sur l'ouverture au public? J'aimerais qu'on parle de cette question aussi avec peut-être M.
Monsieur Davalon. Voilà, je vais passer la parole à Jean Davalon parce que je sais qu'il voulait en parler et donc je ne vais pas me lancer sur le fond du rapport. Juste un mot quand même parce que je ne suis pas sûre d'avoir le temps de le dire après. J'ai un regret, Monsieur le Président, et je ne suis pas la seule. On va reparler du musée, du rapport Lévy, des expositions participatives, des thèmes, des secteurs, etc. Mais la Villette, c'était aussi un site, une histoire. Il y avait à l'ouverture, dans la rotonde des vétérinaires, bâtiment préservé, une maison de la Villette qui retraçait l'histoire du site, incarnée par des expositions, etc., qui a été supprimée, qui est maintenant le WIP, Work in Progress. Donc ce n'est pas inintéressant, mais en tout cas, par rapport aux associations locales et à la vie locale, le patrimoine est ce qui nous précède, ce qui nous excède et ce qui nous succède. Donc c'est dommage, quelque part. Merci. Voilà. J'arrête parce qu'effectivement... Ça... Ah oui, juste un mot encore. Non. Juste un mot encore pour dire que... les autres. Non, juste un mot encore pour dire que nous ne sommes pas du tout le premier colloque sur la muséologie des sciences, que j'ai retrouvé les actes. Tu vas le dire, Rémus? Tu vas parler de Rémus? Alors, Rémus 91, au Palais de la Découverte, les 12 et 13 décembre 1991, Philippe Guillet s'en souviendra, puisque c'est l'Éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche qui ont lancé ce colloque. J'ai retrouvé les actes avec Jacqueline Edelman, bien sûr, et d'autres qui ont participé, et c'était au Palais, naturellement, et c'était il y a déjà pas mal de temps. Donc Jean Davalon, vous êtes muséologue, je l'ai dit, vous avez connu les débuts de la Cité des Sciences, puisque la période de l'inauguration des premières grandes expositions, justement, donc cette question de comment toucher le public, donc c'était une question déjà qui se posait au Palais de la Découverte, comment la Cité des Sciences va essayer justement de nouveau réfléchir sur ces questions dans la conception des expositions. Vous pouvez nous parler de ça? Oui. Alors je dois dire tout d'abord que je n'ai jamais conçu d'exposition. Vous avez participé à la réflexion. J'ai par contre participé aux premières évaluations de préfiguration des expositions. Et la préfiguration portait sur 2 îlots. Il y avait l'îlot couleur et l'îlot mathématique. Voilà. Alors, simplement, ce qui me paraît important, c'est de voir quelle place... Au fond, la Cité des Sciences et de l'Industrie a eu, parce que, bon, Jacqueline Edelman tout à l'heure faisait un rapport entre l'arrivée d'une culture, d'un changement dans la culture, et puis l'émergence d'un type d'institution pouvant faire la promotion, organiser, diffuser cette culture. Je pense qu'on peut considérer la Cité des Sciences et de l'Industrie de la même façon qu'on... Elle considérait le changement introduit par le Palais de la Découverte. Alors, qu'est-ce qui fait dire ça? Je pense que, bon, comme Dominique Ferriot l'a rappelé, il y a eu une formidable opportunité qui n'était pas du tout gagnée au départ, qui est qu'il y avait 55 hectares de libre et qu'au départ, il devait y avoir des logements dans les programmes de rénovation et que progressivement, il a été question d'un parc et à l'intérieur du parc de faire un musée des sciences et techniques. Donc, au fond, ce musée est arrivé un peu porté, je dirais, par l'air du temps, de la même façon que développer des espaces verts et pas simplement des logements était porté par, on pourrait dire, par l'air du temps. Donc, ça, c'est pour l'aspect urbanistique, l'opportunité urbanistique. Alors, ce qu'il faut dire aussi, là aussi, ça a été rappelé, mais je voudrais simplement en mentionner l'importance, c'est que, et c'est bien dit dans le rapport Lévy, il y a nécessité, là aussi, comme pour le Palais de la Découverte, de positionner la France dans le concert, on va dire, des musées de sciences. C'est dit explicitement dans les préalables du rapport. Et ça, c'est évidemment important, puisque, évidemment, il a été question d'exploratorium qui va servir de modèle, en grande partie. Enfin, je reviendrai parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Et puis, il y a aussi, évidemment, la même année que l'exploratorium, en 69, le Centre de sciences de l'Ontario, à Toronto, qui a servi quand même, là aussi, de modèle. Bon, donc ça, c'est un contexte international. Il y a aussi une période faste pour les musées. Ça, je crois que c'est extrêmement important de le dire. C'est-à-dire que, au fond, si c'est fait un musée, c'est parce que les musées étaient à la mode, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y avait, enfin, à la mode, entendons-nous, ça veut dire qu'il y avait un intérêt social pour le musée, pour être plus
objectifs est plus neutre. Hein. Si on regarde, évidemment, 77, c'est le centre Pompidou. 76, il faut dire, c'est l'écomusée du Creusot, hein, qui est très, très important dans la muséologie. On va voir que ça va continuer. 81, c'est le démarrage du projet du Louvre. Et ensuite, il va y avoir la Galerie de l'Évolution en 88, la rénovation des arts et métiers en 90. Enfin bon, on voit qu'il y a entre 70, on va dire, et 2000, si vous voulez, un intérêt donc social pour la rénovation, le développement de tout ce qui est les musées. Alors, quelle est la particularité dont je voudrais dire quelques mots maintenant? Quelle est la particularité justement des sciences et de l'industrie? Je pense que la particularité, là j'ai relu donc justement le fameux rapport Lévy, et du coup j'ai repris les notes que nous avions lorsque nous avions fait l'évaluation. Je dirais que la grande nouveauté, enfin me semble-t-il, mais ça c'est peut-être à discuter, hein, c'est que c'est un musée qui s'occupe du visiteur et dont la conception se fait à partir du visiteur. Je crois que c'est quand même ça l'innovation majeure. Hein. Bien évidemment, on a exactement le même principe à l'exploratorium, vous allez me dire. Hein. Mais là, ce qui me semble, c'est qu'il y a une sorte de cohérence dans le développement qui intervient sur deux plans. D'abord, ça intervient sur la manière dont on va concevoir les expositions, et ça va intervenir sur la manière dont on va composer le musée. Alors, je commence par les expositions, parce que c'est, disons, ce que je connais le mieux. Bon, c'est le principe de l'interactivité, ça tout le monde connaît. Maintenant, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu tout à fait commun, et il faut dire, bon, ça recouvre à peu près tout et n'importe quoi aujourd'hui, enfin bref, ça c'est une autre histoire. À ce moment-là, l'interactivité à la Villette est définie dans un programme extrêmement intéressant, ce qu'on nous avait donné comme devant être le référentiel de l'évaluation, c'est que les unités d'exposition doivent être conçues suivant un nouveau style, ce que j'appelle moi style de communication, hein, nouveau, bien entendu ce n'était pas écrit en ces termes-là, qui était le scénario suivant, c'est-à-dire que, vous aviez le visiteur sollicité de manière sensible. Hein, ça, c'était la phase numéro 1. Bon. Ensuite, il découvrait par les explications les lois. Hein, et en 3, si vous voulez, à partir des applications et des manipulations qu'il avait, ce qui veut dire que les manipulations étaient à l'intérieur et centrées en quelque sorte sur l'application des lois, il découvrait, il retrouvait au fond un fonctionnement de la vie courante, hein, et des applications de la vie courante, hein, ce qui était évidemment là sur la télévision, hein, quand il était question de la couleur par exemple. Hein, bon. Alors, si vous voulez, ça me paraît très très important, parce que qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si on regarde les choses vraiment dans le détail, on se rend compte qu'en fait, la conception même de la muséographie est faite à partir de l'expérience et des pratiques du visiteur. Hein. C'est-à-dire qu'elle n'est pas faite à partir des contenus scientifiques. Alors, c'est l'ambiguïté, hein, quand même, il faut dire. Et d'ailleurs, qui se retrouvait dans la constitution des îlots et la constitution des éléments à l'intérieur des îlots. Et entre les éléments et les îlots, disons qu'il y avait un petit problème d'articulation entre les deux, hein, on va dire, en termes de muséographie. Mais si vous voulez, si le découpage général se faisait bien suivant les contenus, quand on prend le découpage du musée, on voyait bien qu'il s'agissait du contenu. On voit très bien que dans les objectifs, il était question d'abord des liaisons entre les éléments de contenu. Donc c'est bien le visiteur qui fait l'opération, d'une certaine façon. Hein. Et puis, surtout, ça voulait dire que, au fond, alors je ne sais pas si c'était un discours officiel, mais nous, c'est ce qu'on nous avait dit, c'est qu'il n'y avait pas besoin de médiation. Enfin, pas besoin de gens qui expliquaient. Hein. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que c'est à l'intérieur même de la mise en exposition
que se fait en quelque sorte la gestion, ce que j'appellerais la gestion du visiteur. Et d'une certaine façon, c'est donc la muséographie qui va se trouver être l'élément absolument déterminant. Alors, j'en viens au deuxième point rapidement, j'ai encore deux minutes. Alors, le deuxième élément très important, c'est la composition de l'institution. Parce que mon idée, c'est qu'au fond, par rapport au musée contenu, dont le modèle était le muséum d'histoire naturelle, traditionnel, si vous voulez, là, on a la constitution, le positionnement d'un musée média. Je dirais que c'est quand même la grande innovation de la Cité des sciences et de l'industrie. Et je pense qu'au fond, ce qui faisait hurler les gens, c'était probablement ce caractère médiatique du musée, puisque ça voulait dire qu'il était ouvert au public général et qu'il était d'une certaine façon, là c'est moi qui interprète, mais bon, je trouve que l'histoire, au fond, légitime un peu l'interprétation. Si vous voulez, il y avait une sorte de rupture avec le musée pédagogique, qui était quand même un peu le palais de la découverte. On était quand même sur de l'éducatif, je dirais pédagogique, sur de l'éducatif. Là, on va être sur du média, c'est-à-dire sur de la découverte, en quelque sorte, de contenu scientifique à partir d'une expérience. Alors, ça veut dire que l'institution elle-même va être conçue suivant ce principe-là. C'est-à-dire que non seulement vous avez les expositions qui sont construites comme ça, mais vous allez avoir l'institution. C'est-à-dire qu'on a une institution composite. Alors, vu de l'extérieur, et je pense que c'est un peu ce qui paraissait aussi curieux à l'époque, et ce qui peut-être faisait réagir sur la géode, le fait qu'il fallait remettre la géode dedans, c'est qu'au fond, on a une institution qui est un amalgame de sous-institutions. Alors c'est vrai que bon, on retrouve l'idée de la médiathèque. On avait ça à Pompidou, ça c'est évident, avec le centre de création industrielle, avec le musée et tout. D'ailleurs, Pompidou a été recompacté autour du musée, mais enfin ça c'est une autre histoire. C'est l'histoire de Pompidou, c'est pas l'histoire de la Cité. À la Cité, on va dire que l'on a conservé ce principe où il y avait les expositions quasi permanentes, les expositions temporaires, alors le centre de sciences et des techniques, la médiathèque, la cité des enfants, la géode. Bon. Et au fond, ce qui fait le musée, c'est l'ensemble de ces éléments-là. Et je dirais que, enfin, si je traduis ça dans des termes d'aujourd'hui, ça veut dire qu'en fait, on a une offre dans le musée qui est suffisamment large pour qu'au fond, il puisse y avoir des pratiques de visite différenciées à l'intérieur même du musée. Ce qui est quand même, on va dire, à l'époque, complètement en rupture avec la conception qu'on avait du musée comme étant une institution relativement monolithique. Monsieur Davallon, oui. J'aimerais que Madame Bergeron justement nous fasse un petit rappel sur justement cette question de muséographie entre Palais de la Découverte et Cité des Sciences. Oui. C'est juste pour rebondir sur cette question, on voit bien au travers de vos différentes interventions comment les institutions muséales et nos deux institutions en particulier ne se comprennent que dans un champ plus vaste et au travers de circulation dans le temps et dans l'histoire, d'expériences, de modèles et de choses comme ça. Et il y a une chose qui est assez méconnue, c'est le rôle qu'a joué le Palais de la Découverte, parce qu'on est passé très très vite des années 30 aux années 80, comme s'il ne se passait rien entre-temps. Bon, il se passe une guerre, il se passe une reconstruction, etc. Et il se passe aussi la structuration du monde des musées, du monde professionnel des musées, qui là encore est un héritage de ce qui se passe dans l'entre-deux-guerres. Il y a un livre qui va bientôt sortir là-dessus. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que le Palais de la Découverte a joué un grand rôle dans cette histoire. Il continue de jouer un rôle. Oui, non, mais il a été un des éléments fondateurs. On associe souvent, à juste titre, la fondation de l'ICOM à Chancé-Hamelin, mais il se trouve que André Léveillé avait eu en même temps la même idée, qu'il avait commencé à mobiliser ses réseaux, non des moindres, puisque c'était l'ONU avec Logi, etc., pour structurer les musées de sciences, et qu'il en a été un des animateurs. Il a été trésorier jusqu'en 59, etc. Cette question de la structuration des réseaux, cette question des échanges
a été très importante. C'est celle qui nous conduit ici. Et là, le Palais de la Découverte a été vraiment, et je l'ignorais, a été vraiment un moteur. La guerre n'était pas encore finie, on était en 1944, que l'éveillé, avec une toute petite équipe administrative très réduite, 5 personnes au total, lui compris, commençait déjà à nouer des échanges internationaux avec les États-Unis, avec l'Angleterre, sans quitter de la santé du Deutsche Museum dès la fin de la guerre, etc. Et je pense que nos établissements n'ont été ce qu'ils sont et ne continueront à avancer que dans ce cadre d'échanges et d'échanges transnationaux. Et je suis ravie qu'il y ait une partie du colloque qui soit dédiée à ça, même si je pourrais hélas pas y assister. Mais voilà. Et je voulais rappeler ça parce qu'on le sait trop peu. Universcience, au travers du Palais de la Découverte, est un des moteurs de cette structuration internationale. Vincenzo Lipardi, donc j'aimerais que vous nous parliez justement de la Città della Scienza de Naples et est-ce que la Cité des Sciences de la Villette a représenté un modèle et le Palais de la Découverte aussi ont-ils joué un rôle de modèle pour la Cité des Sciences de Naples? Et puis peut-être que vous nous parliez aussi du réseau d'Excite. Okay. I would like to say it's very important in our field to have a memory. Without the experience made by our ancients, it's very difficult to understand how to regenerate our institution. So I think this debate is very fruitful, very, very important. In fact, how you have to act in an international arena like our world, speaking about science communication. I think how, like science needn't barrier. The research need to be at international level. The same is happened for the Science Center movement. We create some, in the last years, some different network. The first of all was created in America. Secondly was in Europe. Thanks à la Cité, I think a group of promoter, Joël de René. Was one of them at the beginning, was a group of friends, 10 peoples. Now Excite in Europe is an organization made by 400 organizations organized in 25 countries all around Europe. By my point of view, this is not only a professional organization, because when we speak about Europe, Europe is something very, 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 very a cloud, but in sometimes can be the fruit of the European experience, the European culture, the European value, and in a world in which mainly in our Mediterranean basin, no? The war became the new world. When I was young, anybody think the future as a develop. There is no barrier for the future. Today, when we speak about the future, we speak about war. We speak about contrast. We speak about immigration and the fear of this happen. For that, I think the capacity of our institution to go out over the world and to become part of the international effort to create a new development, a new model of cooperation, use science as a word of peace is very important. For that, I think Excite, by this point of view, can play a very important role. I know next year in Paris we will have a director forum. I think the La Villette, by this point of view, has an important role to play, like our institution and like other institutions. We just have in the 10th of November, this day made by UNESCO, this day for science and peace. It is important, Science Center act together, show it's possible to have a common language of peace and cooperation. Il nous reste très peu de temps, back our experience. Very little time Of course. At the beginning, we learn a lot about the experience made by La Villette. With the idea of Città della Scienza in Naples started in 1986. We open La Cité, we start with the project. Today, we are rethinking our science center.
I think the experience and the engine made by the new economical development, the 3D printing, for instance, is very important to rethink the role of a science center. If a science center is forbidden, don't touch. With the 3D printing revolution, it's forbidden, don't do. And we are trying to rethinking our model of exposition too, introducing element of course of science, it's the main element, but in sometimes the new methodology about the 3D printing, the Fab Lab experience, the maker experience. As you know, we will open next for March this new museum dedicated to human body. It's a museum and sometimes an incubator for enterprise, for startup, because in our model we are trying to link science education, training and job creation. Oui, ce n'est pas seulement un musée, c'est aussi un centre ouvert vers les entreprises. Yes, for us it's a real seat of science, industry and culture. Of course, we are a cultural institution, but for that, we think the question about the development model, a sustainable development model, is part of our mission. For that, in our institution, we have a nice museum. We have a distraction of the whole body in 2013, and we will reopen it in 2019. And with a very ambitious objective, because we will have 500,000 visitors each year. So for Italy, is important goal. But sometimes, in our experience, the City of Science is not only, I repeat, a place in which people have to visit, to have science education activities, but also it's a gym for creating new professional figure to help the territory to develop. So this is the similitude and the differences. The last similitude we have together, the fire, was a terrible experience. Oui, un incendie terrible. It's a terrible in La Villette and La Cité. But now we are trying to do something against the bad luck. We are building an exhibition about fire. I thank Bruno for that. This can be something useful for our institution, for the visitors, but also for work together. Je voudrais qu'on regarde ce lieu magnifique qui est la Cité des sciences de Naples, la Città della Scienza, et qui est aussi, comme on peut faire le rapprochement aussi avec la Cité des sciences de la Villette, c'est quand même dans un quartier excentré, une zone déshéritée de Naples, et Paris c'est quand même le 19e arrondissement, un quartier périphérique. No, this is the same. We have the abattoir, et une ancienne usine, une ancienne acierie. It's the same. It's the same. The goal was the same, because when we start in our experience, we have this ex-industrial area used to be the heart of the steel industry in Italy. Was after the close of the enterprise was left abandoned. And now it's restarted. Here in La Villette, there in La Villette, we have the abattoir, and there was a very important process of regeneration. The experience was the same, the Hansa was the same, the background was different. Essayer de toucher des nouveaux publics. Dominique Ferriot, juste sur parler des réseaux aussi. Non, je crois qu'on en a assez parlé. Bon. Mais non, sur l'innovation qu'apportait la Villette. Et ça n'était pas directement mon investissement, mais ça m'a paru très très important. C'est le fait de s'intéresser à ce qu'on appelle les sciences humaines. Enfin, dans le rapport Lévy, déjà, il était clairement dit que les thèmes de l'économie, par exemple, devaient être traités. Ça a été d'ailleurs étudié, très détaillé, et il a fallu attendre de nombreuses années pour que ce thème soit traité en exposition à la Villette. Mais j'ai recherché dans mes archives. Je pense que, donc, vous savez qu'au départ, c'était une exposition permanente en 4 secteurs: l'univers, la vie, matière et travail de l'homme, langage et communication, une vingtaine de thèmes, 20 chargés de thèmes, donc 5
5000 personnes consultées, notamment par Goëri de la Côte dans ses groupes de travail. Et dans le document qui s'appelle « La matière et le travail de l'homme », que j'avais dû garder parce qu'il est assez proche des réflexions qu'on a eues après aux arts et métiers, il y avait vraiment des choses très novatrices. Par exemple, un espace d'exposition qui devait être entre les niveaux 4 et 5 pour illustrer le thème du progrès, plutôt les ambivalences du progrès, avec toutes sortes de citations. Pascal, par exemple, tout ce qui se perfectionne par progrès périt aussi par progrès. Cioran, le progrès et l'injustice que chaque génération commet à l'égard de celle qui l'a précédée. Et je voulais dire qu'en tout cas, cette prise en compte des sciences humaines, ce désir, ce souhait, même si c'est difficile, de mettre en exposition ces thèmes-là, c'était très innovant. C'était très innovant. Aux arts et métiers, à l'époque, il y avait 47 sections. Aujourd'hui, 7 grands domaines, mais à l'époque, 47 sections. Au Palais de la Découverte, c'était quand même assez disciplinaire aussi, quelquefois. Et donc ça, c'était un bouillonnement intellectuel absolument fantastique et qu'on peut porter vraiment au crédit de la Cité des Sciences et qui a perduré ensuite, après, dans toutes les expositions qui ont été faites. Vous parliez du feu, du thème de l'incendie, ce thème du risque. Le risque, c'était un des premiers projets d'exposition temporaire, puisqu'il y avait aussi 10 000 m² d'exposition temporaire à la Villette, un groupe de travail présidé par un industriel, Jean-Daniel Lefranc, un appel à proposition, et que parmi les réponses reçues, il y avait la plomberie, par exemple. Pourquoi la plomberie? Tout est une affaire de plomberie, souvent, y compris les métiers, et le risque, le danger. Voilà. Donc je voulais simplement dire que ça, vraiment, pour être positive, bon, il y a eu toute l'affaire des abattoirs, le contexte politique, les problèmes budgétaires, c'est bien normal, mais positivement, c'était vraiment novateur, et ceux qui ont eu la chance de participer à ces débats intellectuels en ont été, je crois, éclairés pour toute la suite de leur vie professionnelle, que ce soit à la Cité des Sciences ou dans d'autres établissements. Can I say another thing more? No, just a minute. Because I would like also to have Mr. Davallon speak again. Can I? Yes. No, with Dominique. Sure. Because our institution, we are public or institution who play a public role. We have not only are useful for our community, because we spread science, we emphasize between young generation the necessity to embrace scientific activity. But we are very important for another point. We create credibility of our country abroad. When the Italian came in France, came to visit La Villette, this is a sign of credibility of this institution. Or for instance, now we are just starting 3 years ago, this project for the Mediterranean. It's named M School. It's a school who have the goal to help our friends all over North Africa and Middle East to build science center, cultural institution, etc. This is the credibility of our institution, because we know it's not a large number of people who is engaged with the result, but the fact that science center, museum, act as using the scientific diplomacy, helping our country, giving hope. No? It's non-economical result, because in this case we are not selling only exhibition or etc. But we are doing a job which is not made by other institutions. For that, institutions like us and for that network like Excite are very useful, because we are able, by the button, to create a new atmosphere, to give hope. And in our world, in this moment, this is very, very, very important. It's the same operation Jean Perrin and his colleagues made the last century. Science center, museum, not only a place in which to visit, to as you say, to have an answer to your question about technical questions, science, cultural questions, but it's a powerful instrument of cooperation and hope in our world. Merci Vincenzo Libardi. Jean Davallon, vous avez fait partie de ce bouillonnement culturel dont parlait Dominique Ferriot, le début de Cité de la Science. Quelques mots de conclusion avant de donner la parole à la Bergeron. Bon, tout à l'heure, j'ai opposé éducation de manière un peu rapide, parce que comme on est toujours, si vous voulez, un peu pressé par le temps. Éducation d'un côté et d'autre part, autre type de public. Je pense qu'il faut, quand je dis musée média, ça ne veut pas dire la disparition de l'éducation. Hein. Ça veut dire que l'éducation est une des parties de ce que fait l'institution, et non pas du tout
si vous voulez, son objectif principal. Hein. Je pense que c'est la nouveauté, et je crois que ça a été la nouveauté donc, de la Cité des sciences et de l'industrie, il me semble, a été justement d'intégrer l'éducation à l'intérieur de ce qu'on appelle l'offre générale, hein, qui s'adresse aussi au grand public. Et là-dessus, il a été, dès le début, la question du public est fortement présente. Alors, je pense que c'est aussi important de dire que les centres de sciences, que ce soit le Palais de la Découverte, c'est bien évident, et là, la Cité, parce que bon, c'est les deux dont nous parlons aujourd'hui, mais c'est vrai que les CCSTI ont eu beaucoup d'importance aussi, ont contribué fortement à la réflexion sur les expositions et la manière dont on pouvait rénover les musées. Hein. Et je vais être un peu brutal, mais l'innovation n'est pas véritablement venue des musées d'art. Hein. Il me semble que l'innovation en matière de présentation, en quelque sorte, si vous voulez, de prise en considération du public et de construire en quelque sorte des expositions, si vous voulez, à partir du public, est venue principalement des expositions de sciences, probablement parce qu'elles étaient obligées, puisqu'elles n'avaient pas de contenu. Hein, c'est pas la même chose que le Louvre. Et je pense que c'est aussi à partir à une conception d'émission, que ce soit éducative, bon, ça c'est évident, mais aussi beaucoup plus, Jacqueline parlait du citoyen, je pense que si aujourd'hui on parle du caractère citoyen, je pense que dès le départ, les musées de sciences ont introduit une dimension de participation du visiteur qui est, on va dire, le premier pas vers les citoyens. Hein. Merci pour Voilà. cette parole importante. Le mot de la fin, Madame Bergeron. Et ensuite, je donnerai la parole à Monsieur Guyon, qui est dans la salle, qui est l'ancien directeur du Palais de la Découverte. Mais moi, je pense que ça vaut le coup de lui donner la parole tout de suite. Bon, alors, si vous le dites. Est-ce que quelqu'un peut donner un micro à Monsieur Guyon, s'il vous plaît? Ah ben, vous êtes là. Très bien. Oui, on vous entend. Enfin, je ne sais pas si votre micro est allumé. Dire quelques mots dans cette journée où je me reconnais, évidemment. J'ai été pas très longtemps directeur du Palais de la Découverte, et en fait, j'y suis resté très longtemps. Ça a commencé, je fais un tout petit point d'histoire, au moment où on faisait de la physique dans la science, et où j'étais complètement extérieur, et où Bernard Blache venait avec l'équipe du Palais pour nous aider. C'est tout à fait dans l'esprit réseau dont tu nous parlais tout à l'heure. Nous avons continué, Michel Hulin et moi-même, en rencontrant Rose avec la Société française de physique pour pouvoir fêter le centenaire du Palais de la Découverte. Le centenaire de la Société française de physique. Nous avons continué, Michel Hulin a pris la direction du Palais. J'ai continué à travailler avec lui à l'extérieur. Et quand il est malheureusement décédé très brutalement, on m'a demandé de prendre la suite. J'ai continué. Il se trouve que j'ai été suivi et continué par Michel de Mazure. Nous étions tous trois de la même promotion de l'école normale, d'ailleurs. On est suivis par O12. Donc, ce qui nous a caractérisés, finalement, tous, c'était que nous étions des universitaires. C'était avant, c'était pendant, c'était après, c'est-à-dire que nous avions le lien entre l'enseignement, la formation. Michel Hulin, en particulier, a joué un rôle très, très important dans ces problèmes de réforme, et que nous étions en même temps en contact, nous étions chercheurs. J'ai pas l'air comme ça, je reste chercheur aujourd'hui, et je suis toujours au Palais de la Découverte. C'est l'endroit où je me ressource, et c'est l'endroit où parfois il arrive des gens du Palais qui se ressourcent, non pas par moi, je suis qu'un intermédiaire, il y a beaucoup d'autres personnes. Donc c'est une caractéristique que je voulais mettre en avant. Et malheureusement, au moment de la création, et je me tourne vers M. Jean Davalon, je n'ai pas eu le même sentiment au moment de la création de la Cité des Sciences. J'étais un ami, finalement, de Maurice Lévy, on s'entendait extrêmement bien, donc mais j'ai présidé à la suite de Jean-Claude Péquer le comité d'orientation de la Villette, avec des personnes tout à fait éminentes, mais nous avons travaillé complètement disconnectés des scénographes qui faisaient ça. Il y avait eu des avant-projets que j'ai trouvés fabuleux pour l'ouverture de la Cité des Sciences. Tout ceci a été repris après, mais sur le moment, au moment de la création, je présidais ce comité au moment de la création, nous étions absents. Le contact direct
avec la science n'y était pas. Ça s'est amélioré. Il suffit d'aller voir la magnifique exposition avec Stanislas Dehaene sur le cerveau pour voir comment, finalement, cette recherche est présente, insuffle complètement développement. Mais ce moment était un moment, pour moi, très triste. Quel qu'ait pu être mon amitié et mon respect pour Maurice Lévy, que je connaissais bien, alors que je n'ai jamais eu ce sentiment au Palais de la Découverte. Et je dois dire que si j'ai accepté à ce moment-là, au moment où on m'a annoncé la mort imminente de Michel, de prendre la direction, c'est parce que j'avais une frustration de ce moment-là, de cette cité des sciences, auquel, avec des gens comme Goëri de la Côte, qui était un ami, nous croyons vraiment, non pas pour se substituer au palais, non pas, mais pour quelque chose de différent. Effectivement, comme l'a dit Dominique, le fait, par exemple, une meilleure prise en compte, ou une prise en compte des sciences humaines et sociales, que je trouve absolument évidente. Mais le palais, c'était pas ça. Et le palais, c'est toujours pas ça. Et je crois qu'il faut le garder. Et je pense que cette relation extrêmement privilégiée, et cette relation, comme l'a dit André Bergeron, qui fait un tissu, un réseau, et qui s'alimente, qui alimente les autres, qu'on accueille, qu'on fasse circuler, quelque chose qui a existé, moi que j'ai vu dès les années 60, je vous dis avec les sciences dans la ville, mais les créations des CCST, etc., qui a été ce réseau qui a fonctionné, qui continue à fonctionner. J'en ai été un des éléments, pas tellement en tant que directeur du Palais de la Découverte, encore que j'y ai passé un tout petit nombre d'années, mais des merveilleuses années, que j'ai continué, puisque Michel de Mazure était un de mes amis intimes, et c'est un petit peu pour ça qu'il était venu au Palais, d'ailleurs, entre nous, avant d'aller à la Cité, et que j'ai continué par le conseil d'administration. Mais il y avait une complicité, qui a été une complicité avec, je dirais, l'ensemble du Palais de la Découverte, que je retrouve souvent comme des amis, des complices, où on s'échange. Je fais de la physique dans la ville, en ce moment, ça n'a pas l'air. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis renseigné j'ai été voir la responsable du département finalement de la biologie, et je lui ai dit, ben, je t'emprunte pour le week-end pour aller sur le marché, pour faire l'exposition. Tout ceci continue à fonctionner, c'est quelque chose de formidable. Ça doit fonctionner, ça ne fonctionne pas de la même façon, mais ça doit fonctionner effectivement dans la Cité des Sciences. Mais je crois qu'une spécificité qui est celle du Palais de la Découverte, et nous pensons tous et nous espérons tous qu'au-delà de cette période de transition voulue par l'architecture, où il faudra voir ce qui se passe pour le Palais de la Découverte, le Palais de la Découverte se recréera, mais en gardant finalement ce qui a été l'esprit qui a été présidé à sa création, que nous a raconté magnifiquement Jacqueline Edelman, et qui, à mon avis, doit rester. Les gens changent, mais la musique reste. C'est un très beau chant de Kodály que je connais, mais qui dit finalement les musiciens partent, mais la musique reste. Et ce qu'il faut que nous ayons et que nous sachions faire vivre au Palais, c'est faire continuer à avoir cette musique avec des musiciens différents, continuer à garder cette confiance mutuelle que nous avons au niveau national par les réseaux, que nous avons entre les gens à l'intérieur et à l'extérieur du Palais. Je ne suis pas mathématicien, je ne suis que physicien, mais finalement, quand je vois la présence des mathématiciens professionnels, universitaires et des mathématiciens qui sont au Palais, je vois qu'il y a une grande richesse, une permanence de relations, et je crois que cette permanence, il faut la faire durer. André Bergeron, vous lui souhaitiez ajouter? Merci, Étienne Guyon. C'est quelque chose pour... Restez là avec nous. Pour compléter un peu l'intervention d'Étienne, on a parlé, dans le cadre du Musée du Futur, d'une implication du visiteur dans le musée en général, le musée de sciences en particulier. Et la question qui vient d'être posée et qui nous ramène à celle qui était soulevée lors de la création du Palais, c'est aussi quelle forme d'intervention pour les scientifiques, naturels ou sociaux, et finalement, quelle peut être la forme et l'évolution de la forme de cette implication des chercheurs dans ces musées relatifs au savoir qu'ils produisent. Dominique Ferriot, un mot avant de prendre les questions de la salle. J'ai vu qu'il y avait de nombreux étudiants qui étaient dans l'assistance. Et je voudrais rappeler, Étienne, les colloques dont tu as été à l'initiative, qui sont les rencontres Michel Crozon, qui ont eu lieu au Muséum d'Orléans, donc à l'époque dirigé par Philippe Guillet. Donc 2 ouvrages parus chez l'Harmattan en 14, enfin hier pour demain, une mémoire de la culture scientifique, etc., mais qui donnent dans le détail la parole aux acteurs. Alors Michel Crozon ayant été malheureusement décédé à cette époque-là, un des acteurs principaux de cette période. Mais il existe des écrits et qui ne sont pas assez connus, et en tout cas pour des travaux de recherche faits par des étudiants, devraient probablement être cités dans les actes que vous diffuserez sans doute à l'issue de ce colloque.
Jacques Blanc, je n'ai pas cité Jacques Blanc, c'est vrai. Alors, surtout que je suis un peu, entre guillemets... Si, Pigagnol en tant qu'ami du Palais, après aux Arts et Métiers, oui. Oui, mais c'est pour le CNAM, j'ai pas... Oui, on ne peut pas parler de tout. Mais Pigagnol résistant comme Hubert Curien. Non, Jacques Blanc, juste un mot, parce qu'il n'est pas là, je pense. Il s'est consacré à la musique, pour le coup, avant et après la Cité des Sciences. Jacques Blanc, à l'époque, était directeur du premier centre de culture scientifique et technique créé à Grenoble, à partir de la Maison de la Culture de Grenoble, et donc inauguré en 1979. Effectivement, du coup, je l'avais repéré comme un possible président en potentiel de l'AMSTI, cette association nouvelle dont j'étais secrétaire bénévole à l'époque, mais il fallait un président qui soit évidemment pas de la Villette. Donc Jacques Blanc. Et Jacques Blanc, André Lebeau a trouvé que c'était une personne formidable. Et très peu de temps après, il a attiré Jacques Blanc à la Cité. Jacques Blanc est devenu directeur adjoint et a fait toute la suite de sa carrière ici. D'ailleurs, je veux dire que les présidents de l'AMSI ont souvent eu ce destin de travailler ensuite à la Cité. Bon, Patrick Landre a été le second, qui est passé du Centre d'action culturelle du Creusot à la Cité des Sciences aussi. Mais Jacques Blanc a eu ce long... Alors, je me souviens, j'étais à la... Pardon, juste un mot. Jacques Blanc avait dit, maintenant, je retourne à l'orgue. Donc, je ne pense pas qu'il soit là. L'orgue, c'est bien aussi. Mais bon, la musique reste, comme tu l'as dit, Étienne Guyon. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, monsieur. Il y a eu déjà beaucoup de crimes. Il y a eu 19 crimes. Et pour cette affaire, il y a eu beaucoup d'interventions à faire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions ? Non, mais... je crois que ça passe pas très bien les micros, mais on va essayer. Oui, merci. Oui. Vous avez le droit aussi de parler. Elisabeth Caillé. Je voulais dire qu'on a eu une histoire. Mettez bien le micro très près de la bouche. On a eu une histoire lisse et qu'il y a plein de projets qui n'ont jamais véritablement vu le jour. Je pense en particulier à la base technique des clubs, par exemple à la Villette. C'est-à-dire que les réseaux, auxquels vous faisiez allusion à plusieurs reprises sans en parler vraiment, comment ont-ils vécu la prééminence de ce mastodonte qu'était la Cité des Sciences. On avait réfléchi à ça et puis ça n'a pas vraiment été suivi des faits. Il y a eu la Maison de l'Industrie, il y a eu aussi plein d'opérations concernant la formation, de faire un centre de formation, il y avait une université populaire. Enfin, il y a une histoire en creux qui serait à faire aussi. Il y a l'histoire de ce qui a été prévu et ce qui n'a pas été fait. Oui, enfin, ce qui était prévu. Je pense que vous avez présenté tous une histoire lisse, voilà, et qu'il y a eu des controverses. Il n'y avait pas qu'une réflexion et une effervescence intellectuelle, il y avait aussi des problèmes de pouvoir, il y avait des problèmes de politique culturelle. Et je pense que c'est dommage qu'on n'ait pas pu l'évoquer, mais on n'a pas le temps sans doute. Jean Davalon, vous pourriez répondre ou vous souhaitez répondre ? Non ? Dominique Ferriot. Oui, Jean Davalon. Juste un mot, je ne suis pas sûre d'avoir bien entendu vos références par rapport à ce qui n'a pas été fait. Moi, j'ai quelque chose en tête qui est relatif à l'histoire des sciences et des techniques. L'histoire des sciences et des techniques, à l'époque où la Villette naissait, disparaissait un de nos grands historiens des techniques, Bertrand Gilles, dont toute la bibliothèque a été abritée dans le nouveau centre dédié à l'histoire des sciences et des techniques qui a été créé à l'époque. Et depuis, donc, il y a toute une série d'études qui ont été publiées dans les années 80 qui montrent une des choses importantes qui aurait dû être faite à la Villette, et notamment cette notion de recherche, et y compris historique. Alors ça, je ne sais pas franchement où est l'avenir de tout cela par rapport aux évolutions de la médiathèque, qui a été quelque chose de très très important au départ. On sait bien que le paysage universitaire a beaucoup changé autour de la Villette. On sait bien qu'au départ, les chercheurs étaient contre la Villette, tout simplement parce que c'était une salle des ventes dans laquelle il n'y avait ni collection ni chercheurs. Il n'y avait rien, même plus d'animaux. Donc évidemment, il fallait construire. Mais cette dimension-là, alors ça a laissé la place peut-être pour d'autres établissements, notamment pour les arts et métiers, de reprendre un peu cette tradition. Mais il y a effectivement une histoire peut-être en creux qui est peut-être source de préoccupation d'avenir.
On entend parler à la Villette de Learning Center ou de choses comme ça. Bon, on en parlera peut-être demain, c'est très intéressant. Mais il n'empêche qu'il y a un fonds, et y compris un fonds historique, et y compris des ouvrages, et y compris du papier, et qu'à l'heure où tous les réseaux auront peut-être fondu dans je ne sais quel élément, il restera quand même quelques documents papier ou quelques livres à ressurgir. S'il n'y a pas un incendie. On aurait pu parler de ça aussi. Mais bon, on ne peut pas parler de tout. De toute façon, il y a une autre journée demain. Y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? Oui, monsieur, là, qui lève la main. Pardon. Non, je voulais juste apporter oui, pardon, un petit je vous avais pas témoignage. vu. François Mitterrand, qui m'avait reçu, voulait absolument que dans ses réalisations qu'il voulait faire de musée, dans lequel il y a eu effectivement la grande bibliothèque, qui est le Palais de la Découverte. Il aimait absolument le Palais de la Découverte, et j'avais rencontré Émile Biasini, qui a été son ministre en charge de ça. Et je pense que le Palais de la Découverte aurait eu la transformation dans les murs que voulait s'il n'y a eu les problèmes, finalement, que nous avons connus dans le Grand Palais, qui sont des problèmes architecturaux. Tout ceci pour dire... Les deux musées avaient leur place. Il avait énormément soutenu. Il était à l'anniversaire, qu'est-ce que c'est, 50e anniversaire du Palais, où il avait passé l'après-midi ici. Et c'est un peu dommage, effectivement. Hier, comme demain, malheureusement, il y a des problèmes architecturaux qui, effectivement, empêchent le plein développement du Palais. Monsieur, vous souhaitiez poser une question? Oui, juste une petite intervention. Donc, Pierre Pénicaud, du Muséum national d'histoire naturelle. Je remercie tous les intervenants de cette histoire de la muséologie scientifique centrée sur les deux établissements qui nous reçoivent, mais quand même l'élargir un petit peu, en particulier en intégrant dans cette histoire l'histoire des muséums qui ont commencé bien avant, hein, et même je mettrai les jardins botaniques dedans, oui, et qui ont eu certainement, qui participent, qui ont participé et qui participent toujours de cette histoire de la muséologie scientifique, qui ont eu un creux qui correspond exactement à la création des deux institutions, mais le creux est terminé et il y a de très belles choses qui se passent maintenant. Et voilà, donc c'était juste pour élargir cette histoire de la Demain, muséologie. M. Duranton sera là, du Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, justement. Voilà. C'est un des muséums, mais il sera là demain après-midi. Et l'autre chose aussi, c'est, et c'est toujours pour les muséums, c'est la place des collections. On parle de musée. Pour moi, un musée, c'est la première chose quand même, c'est des collections. Donc je ne sais pas si la Cité des Sciences est un musée ou un centre de culture scientifique, mais voilà, quand Jean Davallon a dit, voilà, les musées d'art, ils ont du contenu à proposer. Bon, c'était pas forcément très adroit, puisqu'en fait, les musées de sciences ont aussi du contenu à proposer, mais les muséums ont aussi des collections et du contenu et de la science à proposer. Voilà, c'était juste cette petite réflexion que je voulais rajouter. Est-ce que vous souhaiteriez intervenir, Jean Davallon? Non. Non, c'est que simplement, j'agrée tout à fait, hein, puisque les muséums sont quand même ceux qui ont formé la matrice des musées. Hein. Bon, par rapport, on met toujours le Louvre et les musées d'art, mais en réalité, quand on regarde historiquement, on se rend compte que là où justement il y a une liaison entre les collections et le savoir, c'est d'abord et avant tout au muséum. Oui, qui sont nés pour la plupart au XVIIIe siècle, au moment du siècle des Lumières, etc. Il y avait une grande ambition également. Ouais. Sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur? Est-ce que vous pouvez vous lever quand vous posez votre question? Oui. Bonjour, Philippe Guillet, président de l'AMSI et des muséums aussi, mais je ne vais pas parler des muséums. Non, je vais parler d'une opération qu'on a faite, effectivement, Dominique en a parlé très justement un petit peu, c'est les colloques que l'on a tenus à Orléans, donc dans lequel il y avait André, il y avait un certain nombre de personnes, Elisabeth Caillé aussi d'ailleurs, sur cette histoire, parce que ça me paraît important, et quand je vois ici l'audience où on a... bon, quand même, un certain nombre de jeunes têtes, on n'a pas que des cheveux blancs. Et je trouve que c'est important, ce passage de témoins de ces années 70-80, qui ont été des années extraordinaires, évidemment, dans la muséologie scientifique. Et je dirais que surtout les années 70-80, où c'était un engagement
de la part de toutes ces personnes de s'engager dans cette muséologie scientifique, alors que les années 90 qui ont suivi ont été plutôt des années de professionnels qui d'ailleurs étaient peut-être un peu déconnectés de cette histoire. D'où l'intérêt effectivement de ce genre de colloque qui a été pour nous un des objectifs, c'était de transmettre quelque chose d'important de tout ce mouvement dans les sciences qui s'est passé, et puis de les transmettre à des jeunes générations. Et évidemment, des journées comme aujourd'hui participent également à ce mouvement. Donc l'importance de cette histoire, l'a souligné, l'importance évidemment de l'AMSTI qui est né dans ces années 80, avec ce développement qu'il a encore, et j'espère qu'on va retrouver d'ailleurs, et je dis ça devant le président Macquart, que l'Universcience va retrouver le conseil d'administration de l'AMSTI. Évidemment, Universcience a un rôle à jouer en direction des centres de sciences et des musées de sciences en France. Et d'Excite, bien évidemment, on a assez dit l'importance de la Cité des Sciences dans le développement d'Excite. Quelqu'un souhaite répondre? Une autre question ou remarque? Madame? Oui, c'était une question. Pouvez vous lever, si ça ne vous ennuie pas? Donc, je suis Marion Lemaire, je travaille à l'Université de Rennes 1 au service des collections. J'avais juste une question parce qu'il y a un point qui me semble qui n'a pas été abordé et si un des intervenants pouvait préciser. On a parlé d'architecture, on a parlé de muséographie, mais également, il me semble qu'au niveau des statuts juridiques qui ont été choisis pour les établissements, et notamment au moment de la création de la Cité des Sciences, il me semble que c'est un établissement public, industriel et commercial. Je pense que ça n'a pas été un choix anodin. Est-ce que ça s'était déjà fait avant ou est-ce que ça a été une nouveauté à ce moment-là? Dominique Ferriot. Alors, la question des statuts juridiques dans les établissements, c'est vraiment essentiel. Pardon, mais là, je vais citer quand même la rénovation du musée des Arts et Métiers, qui, à l'époque où je l'ai initié, s'appelait encore Musée national des techniques, qui est toujours partie d'un établissement plus large qui s'appelle le Conservatoire des Arts et Métiers, donc fondé en 1794. Et aujourd'hui, le musée, malgré toute la rénovation qui a été conduite grâce à M. Biasini et aux grands travaux de l'État, bon, finalement, si on regarde, n'est jamais qu'un service du CNAM, comme d'autres services, avec un directeur qui, à une certaine époque, à l'époque de Savary, était nommé par le ministre de l'Éducation nationale et qui maintenant est nommé par l'administrateur ou le directeur général du conservatoire. C'est le problème des musées universitaires. Beaucoup. Vous êtes une université, c'est pour ça que l'ICOM a créé un comité pour les musées universitaires, l'UMAC, et au niveau européen, un réseau qui s'appelle Universieum. C'est-à-dire que ces musées ou ces collections, ça dépend, enfin musées quand ils sont ouverts au public, collections quand elles ne le sont pas encore, sont souvent gérés par des personnels formidables, mais qui ont énormément de mal à être reconnus à l'intérieur de leurs établissements. Et c'est toujours le cas, et y compris dans un grand musée national. Alors pour la Villette, je ne voudrais pas me tromper parce qu'à l'époque, moi je venais du Creusot, c'était une association. On a créé ce musée dont tout le monde parle à une certaine époque, qui aujourd'hui d'ailleurs n'est plus qu'un service de la communauté urbaine du Creusot-Mont-Soleil-Mines. C'est vraiment la chute. Mais à l'époque, c'était une association créée par des gens férus d'art et d'invention, Marcel Évrard, on avait des artistes en résidence, on a eu un musée de questions, comme le disait Chris Marker. Jean Clair avait mis le marteau-pilon du Creusot en couverture de la revue L'Art Vivant dans les années 74. Donc c'était vraiment extrêmement innovant. Une association, 3 comités, dont un comité scientifique présidé par Georges Duby, à la fois parce que histoire matérielle de la civilisation industrielle et aussi parce que son beau-père était gynécologue au Creusot. Bon, il y a toujours des raisons personnelles dans la vie qui font que... donc ce statut était très important et a permis souvent en région de développer des initiatives qui ne se seraient peut-être pas développées autrement s'il n'y avait pas eu cette souplesse, par exemple, de la loi associative. Je rappelle que l'ICOM dont on a parlé, l'ICOM international, je ne parle même pas d'ICOM France également, dont la présidente est là, Juliette Raoul-Duval, mais l'ICOM international est une association de la loi de 1901, créée il y a 70 ans dans le sillage de l'UNESCO. C'est une simple association. Bon, alors la Villette... Je connais moins finalement parce que je n'étais pas dans cette partie-là, mais au départ, il y avait une société d'économie mixte qui était animée par un dénommé Jean Sérignan, qui était chargé de s'occuper de la gestion du site et qui avait proposé qu'on maintienne ce statut de société d'économie mixte pour la Villette. Et il me semble, Monsieur le Président, vous pourrez me contredire peut-être, que c'est toujours Paul Delouvrier qui s'est battu pour que ce soit un établissement public, l'établissement public du Parc de la Villette, qui a réussi à faire inscrire le budget de la Villette aux charges communes de l'État,
pour éviter qu'on critique trop le fait que la Villette prenait énormément de budget aux chercheurs, par exemple, ou autres. Donc ce statut est très très important, et le fait que ensuite il y a eu l'établissement public de la Cité des Sciences, mais le fait qu'on ait voulu créer un établissement public ad hoc pour gérer déjà au début le parc de la Villette, ça a été certainement sous l'impulsion de Paul Delouvrier, et non pas encore une fois une simple société d'économie mixte, un instrument de développement. Donc cette question des statuts juridiques est très importante. Je suppose que Jacqueline Edelman en parlera dans son rapport de musée du XXIe siècle, enfin en tout cas pour la France. C'est assez différent à l'étranger. Mais encore une fois, il faut une certaine souplesse, et il faut surtout, je reviens aux arts et métiers par exemple, parce que ça me tient quand même à cœur, il faut que les responsables de ces musées universitaires puissent s'adresser directement au public, puissent avoir un service de communication interne, puissent avoir un électricien qui soit là, puissent se dire non, le CNAM n'est pas fermé en été, il est ouvert parce qu'il y a un musée, et les personnels n'ont pas l'obligation de prendre leur congé pendant les mois de juillet-août, au moment où il y a le plus de visiteurs justement dans le musée. Et tout ça, ce sont des questions que souvent on ne veut pas vraiment résoudre correctement, mais qui font qu'il y a des hauts et des bas dans la vie des institutions, au gré des personnes qui, pendant un temps déterminé, en fonction de leur énergie, se consacrent à un certain nombre de projets. André Bergeron. Sur le Palais de la Découverte, mais je pense que cette question des statuts, elle est extrêmement importante, et elle est indicative de quelque chose. C'est-à-dire que quand le palais a été pérennisé, il a été rattaché d'abord à la Caisse nationale des recherches, avant de finir, comme c'était souhaité par ses fondateurs, par être attaché soit au rectorat, soit à l'Université de Paris, mais en tout cas à retourner dans le giron universitaire. Et il est resté, puisqu'il est devenu EPSCP par la fin, dans les années 80-90, et il est resté fortement attaché à tout ce qui était enseignement supérieur et recherche, jusqu'au moment de la fusion, où là il a rejoint le statut d'Universcience. Mais ces choses-là ne sont pas anodines, et manifestent le type de rôle qu'on veut voir jouer, le type de lien qu'on veut voir entre un établissement et certaines communautés. Y a-t-il d'autres questions? Pardon. Je voulais juste Monsieur faire Guillon. une intervention rapide. On a parlé de ce rapport Creuson. Un rapport qu'on doit aussi signaler, c'est le rapport Héritier-Auger, qui est demandé par finalement le ministre Jospin, qui va jouer un rôle important puisqu'il analyse non seulement 4 grands musées, le Palais de la Découverte, le CNAM, le Muséum et le Musée de l'Homme. Il fait une analyse critique de l'ensemble des muséums, et il va jouer un rôle assez important finalement dans les problèmes de rénovation, je crois. Et je pense que ça reste une littérature tout à fait intéressante. Là, on était tout petit comité. Il y avait Philippe Taquet, il y avait Maurice Godelier, Maurice Matauer, moi-même, ou pas plus, 4 ou 5. Et peut-être c'est dommage qu'on ne l'ait pas plus valorisé à ce moment-là, mais il reste un témoignage historique très important. Le rapport Héritier-Auger, Françoise Héritier-Auger, professeur au Collège de France. Merci, Monsieur Guillon. D'autres remarques ou questions? Non? Oui, je crois. Oui, vous vouliez dire un mot, monsieur? Poser une question? Moi, j'ai refait l'enquête quand mes spouses, ici à la Villette, pour la Découverte. Et là, j'ai retrouvé exactement le même critère de criminel. Merci, monsieur. Y a-t-il d'autres remarques, questions? Allez, lancez-vous. On a besoin. Vous aviez promis. Donc Denis Savoie, Palais de la Découverte, une question pour André Bergeron. Elle a parlé du rôle du palais avec l'éveillé au niveau de l'UNESCO et au niveau du rôle du palais dans la diffusion des sciences au niveau international. Et j'aimerais qu'elle développe un peu cette particularité qui n'est pas très connue. Oui, c'est quelque chose que j'ai abordé, mais extrêmement rapidement, parce qu'on est obligé d'être un petit peu rapide. Mais en fait, c'est quelque chose aussi que j'ai découvert en retournant aux archives du Palais, pas simplement au moment de sa genèse, mais dans ses premières années. C'est que le Palais avait joué un rôle international extrêmement important, et il avait souhaité
Je vous ai dit que avant la fin de la guerre, en 1944, donc l'armistice n'est pas signé, la bataille de Paris a endommagé 5 salles dans le palais, la salle de cinéma est complètement détruite, et les veillées commencent à faire une activité internationale intense, d'abord envers les USA, ensuite en Angleterre, et il y a toute une série de collaborations qui se nouent avec le Science Museum, et puis avec l'UNESCO. Qu'est-ce qui se passe? C'est que beaucoup les responsables de l'UNESCO sont des gens qui sont David Needham, Huxley, qui sont des gens qui vont venir au palais faire des conférences. Tout de suite, l'UNESCO, il ne vous aura pas échappé, est situé à Paris. Et le palais, pendant toutes ces années, ces premières années de l'immédiate après-guerre, va être un peu le bras armé de l'UNESCO. C'est lui qui va être responsable, par exemple, de l'exposition pour le mois de l'UNESCO en 1946. Et il va être aussi l'organisateur d'une exposition qui va circuler dans les pays arabes en 1949 et qui commencera par Beyrouth. L'éveillé, on va lui demander un rapport sur les musées scientifiques, etc., etc. Et dans cette période de structuration internationale, professionnelle des musées, il y a aussi un autre élément qui est très important, c'est la revue Muséum. La revue Muséum qui avait été créée par Grace Morley, qui a été la fondatrice du musée d'art de San Francisco et qui vient à Paris et s'occuper de ce qui s'appelle plus le bureau des musées, ce qu'on ne sait pas encore trop comment appeler à l'UNESCO, va vouloir reprendre une revue sur la base de ce qui existait dans l'entre-deux-guerres qui s'appelait Museum, mais l'appeler Muséum parce que son vœu, c'est de l'élargir à tout le spectre des musées, mais de pouvoir continuer sur toute cette réflexion intense qu'avait animé l'entre-deux-guerres. Et c'est à André Léveillé qu'elle demande de prendre la tête du comité de rédaction. Et ils vont tous les deux aussi avoir une action, ils vont continuer à échanger même quand Grace Morley va rentrer aux États-Unis. Il va aussi avoir une action importante pour tout ce qui concerne les musées qui étaient quand même assez mal en point dans l'après-guerre, qui était une opération qu'ils ont voulu appeler au départ la croisade des musées et qui aura lieu dans les années 50, en 55, sous le nom de la campagne internationale des musées de l'UNESCO et qui va permettre à un ensemble de musées dans le monde et dans des pays très différents d'essayer d'exposer leurs problèmes. On peut peut-être ajouter que le Palais de la Découverte a été très actif au comité CIMUSET, parce qu'on parle d'Excite, mais Excite, c'est récent. Tandis que le comité CIMUSET, Comité international de l'ICOM pour les musées de sciences et techniques, qui a été animé longtemps par Charles Penel, directeur adjoint du Palais, puis par Bernard Blache, responsable des relations extérieures au Palais de la Découverte, est un comité très important et qui n'est pas qu'européen. Donc le rôle du Palais a toujours été essentiel. Mais même avant ça, avant le CIMUSET, il y avait une section des musées et planétariums dès la fondation de l'ICOM et qui était présidée par le Palais de la Découverte. Merci beaucoup pour la qualité de ces débats, de ces échanges. C'est la fin de cette première table ronde, mais je vous invite à rester ou à revenir tout à l'heure. En tout cas, à 14h, la table ronde sera consacrée à l'apprentissage n'est plus ce qu'il était, avec Elisabeth Caillé, Olivier Houdet, Olivier Lasvernias et François Tadei. Une table ronde ensuite à 16h sur la science et la société, je t'aime, moi non plus. Et à 18h, l'implication des scientifiques. Et puis évidemment, l'événement continue demain, mais à la Cité des Sciences. Merci beaucoup, à tout à l'heure, j'espère. Merci à vous. Merci à vous tous, surtout.